Bonjour. Suite à la vidéo que j'avais faite sur la candidose, il y a eu beaucoup de questions qui se sont soulevées, beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi, tellement ça paraît un problème à la fois complexe, nébuleux, et puis on ne sait pas par quel bout le prendre. Et beaucoup de ces questions, c'était comment on se débarrasse de la candidose. Alors, comment on se débarrasse de la candidose? J'ai envie tout de suite de poser une autre question. Quel est le sens de la candidose? Pourquoi est-ce qu'il y a une candidose? Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer au travers d'une série de vidéos sur le milieu intestinal, le biote intestinal. Je dis une série parce que je doute qu'en une vidéo on fasse le tour, et je vais préférer y revenir de tas de multiples façons avec des vidéos pas trop longues, mais qu'on arrive à comprendre un petit peu le biote intestinal et la genèse. Pourquoi est-ce qu'on a une candidose? Parce que trouver une solution contre la candidose, on pourrait prendre quelques plantes. Je vais vous dire, allez, l'acide caprylique de la noix de coco, le lapacho et l'ail, bon, mais ça va détruire vos colonies de candidats. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et bien après, si les conditions et le terrain n'est pas transformé, cela revient. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi la candidose? Et quand on parle de pourquoi la candidose, il va falloir obligatoirement s'intéresser au tout départ, c'est-à-dire notre système intestinal, comment il est construit, tout notre système digestif dans son ensemble. Et c'est dans cette aventure que je vous invite. À la fin, on aura des solutions, mais non pas des solutions matraquées comme une espèce de dogme, comme une espèce de recette de cuisine, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a que adaptation individuelle, mais une solution qui sera bâtie individuellement par chacun à partir de la compréhension. C'est vraiment le challenge qui nous est demandé, c'est d'arrêter d'être passif par rapport à nos choix de santé, par rapport à nos choix tout court dans la vie, arrêter de démissionner de ces choix et reprendre notre responsabilité pour nous, pour nos enfants, pour nos proches, reprendre notre responsabilité. Et pour s'affranchir de la dépendance et de la peur, il n'y a rien d'autre que la connaissance. Alors on va essayer de faire suffisamment simple pour être compréhensible et suffisamment complexe pour ne pas être simpliste. Quand on parle du système gastro-intestinal, il y a d'abord bien l'estomac, qui sert principalement à la digestion, et on verra au travers de l'acide chlorhydrique quelles conséquences cela peut avoir. Et ensuite, il y a tout le système intestinal, l'intestin grêle, qui est un intestin grêle, c'est la partie qui ressemble un petit peu à un spaghetti, si vous voulez, qui est juste à la sortie de l'estomac. Et ensuite, le côlon. L'intestin grêle, son but principal est l'assimilation. C'est-à-dire qu'il permet que les nutriments passent du milieu extérieur, c'est-à-dire l'intérieur de l'intestin grêle, vers le milieu intérieur, c'est-à-dire le sang et les cellules. Et ensuite le côlon, qui est plutôt un organe d'élimination dans lequel finalement le milieu intérieur, le sang, les cellules, la lymphe, rejettent leurs déchets de manière à ce qu'ils soient entraînés par les selles, qu'ils soient balayés et qu'ils soient évacués dans les toilettes. Donc, on comprend bien que cette muqueuse intestinale, alors l'intestin grêle, quand on parle de la muqueuse intestinale, on parle particulièrement de l'intestin grêle. Il faut bien comprendre que la surface de l'intestin grêle, si on la déplie à plat, c'est à peu près la surface d'un court de tennis. Donc vous imaginez quand même la surface d'échange. Et comment est-ce qu'il y a une surface d'échange aussi importante à l'intérieur même de nos intestins, dans un volume si réduit? Eh bien c'est parce que ça a été optimisé, la surface d'échange. Et donc à l'intérieur de l'intestin, on voit ce qu'on appelle des villosités. Les villosités, ce sont des petits, si vous voulez, au lieu d'avoir un cercle comme ça, au lieu que l'intestin soit un cercle, eh bien ça fait des petites protubérances comme ça. Vous pouvez aller regarder villosités intestinales, c'est très très bien fait. Et ces villosités intestinales, elles permettent d'améliorer l'absorption des nutriments en ayant une surface plus importante. Alors, vous comprendrez bien dès à présent que finalement, l'enjeu, tout ce qui passe à l'intérieur de notre organisme qui est toxique, est passé obligatoirement par la muqueuse intestinale. Donc la muqueuse intestinale, c'est quelque part le gardien qui va séparer le bon du mauvais. Il devrait pouvoir nous protéger contre le mauvais, permettre que ça circule dans les intestins et que ça soit rejeté, et nous permettre d'assimiler le bon. Et ce rôle-là, il est tenu par un ensemble de bactéries et de micro-organismes qu'on appelle le biote intestinal. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais la surface de l'intestin directement, mais par-dessus, il y a tout un pool de bactéries et de micro-organismes qu'on appelle le biote, le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, il a des particularités assez extraordinaires. Déjà, il y a 10 fois plus de micro-organismes dans ce biote intestinal qu'il y a de cellules dans tout notre organisme. 90% du matériel génétique humain se retrouve dans ce biote intestinal. Ce biote intestinal, quelque part, il va déterminer notre résistance aux agressions, il va déterminer notre adaptation à notre environnement, et on verra plus tard, il va déterminer aussi notre fonctionnement psychique,
psychologique, il va déterminer à peu près toutes les réactions dans notre corps. Ce biote intestinal composé de bactéries, de micro-organismes, c'est réellement bien le gardien. Le gardien de quoi? De cette muqueuse intestinale. Parce que d'un côté, on a la lumière intestinale, d'un côté, il y a ce biote intestinal, ce microbiote, qui va accepter les aliments, qui va les transformer, on va voir un petit peu tout ce qu'il fait. Et de l'autre côté, il y a la muqueuse intestinale. Et la muqueuse intestinale, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des cellules spécialisées qu'on appelle les entérocytes. Les entérocytes, ce sont des cellules qui vont se charger de l'assimilation et du passage au travers de la muqueuse intestinale. Ces entérocytes, elles sont renouvelées en permanence. C'est un petit peu, si vous imaginez ces villosités qui sont comme ça, des entérocytes neufs sont produits dans les creux, dans les vallées, puis petit à petit, ils remontent régulièrement jusqu'en haut de la villosité, et quand ils sont en haut de la villosité, ils quittent la paroi, ils sont emportés et ils sont éliminés par les selles. Donc on a ce microbiote intestinal et derrière on a cette barrière intestinale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le microbiote intestinal est capable d'énormément de fonctions dans l'organisme. On pense que finalement il faut que tout nous soit apporté de l'extérieur, on va se rendre compte au travers de l'étude de ce microbiote qu'il n'en est rien. Par exemple, la digestion, la production d'une très grande quantité d'enzymes. À peu près tous les enzymes digestifs sont possiblement produits par ce microbiote intestinal. C'est-à-dire que le microbiote intestinal participe activement à la digestion. Deuxièmement, toutes les vitamines du groupe B, par exemple, vitamine B1, B3, B6, B9, B12, on nous en bassine avec la B6, la B12, la B9, l'acide folique, par exemple. Tout ça, c'est produit par le microbiote intestinal d'un individu sain. C'est pour ça que la question de la B12, c'est une fausse question. On nous dit, oui, il faut manger des produits animaux pour avoir de la B12. Il faut manger des produits animaux pour avoir de la B12 uniquement parce que notre microbiote intestinal est incapable de produire de la B12. Mais nous sommes notre propre usine à produire de la B12, tout comme les animaux sont leur propre usine à produire de la B12. La B12, elle vient bien de quelque part. Nous avons cette fonction dans notre microbiote intestinal à condition qu'il ne soit pas déséquilibré. C'est pour ça que l'on soit végétarien ou que l'on ne soit pas végétarien, on peut être carencé en B12 et que répondre à cette carence en B12 en prenant des injections de B12, ce n'est qu'une réponse ponctuelle, une béquille, mais en tout cas, ça ne cible jamais la solution. Donc, ça ne va pas droit au problème. Le problème, c'est la dysbiose intestinale qui est installée. Carence en vitamine B12, carence en vitamine B globalement, ça veut dire que le biote intestinal ne remplit plus sa fonction. Donc ce biote intestinal est capable de produire toutes les vitamines du groupe B et énormément d'autres produits actifs dans la digestion, énormément d'enzymes. Il est capable de produire à peu près tous les antifongiques, les antiviraux, les antimicrobiens que vous puissiez imaginer. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est de nous protéger contre les éléments agresseurs étrangers. C'est réellement notre premier, principal et majeur système immunitaire que ce microbiote intestinal. Ce microbiote intestinal, donc, il permet l'assimilation, l'assimilation et la protection. À partir du moment où ce microbiote intestinal est déséquilibré, ses fonctions ne vont plus être assurées. C'est-à-dire que la production endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps, de vitamines, d'enzymes, de substances antifongiques, de substances antivirales ne va plus avoir lieu. Dès lors, on comprend bien qu'est-ce qui va se passer. Les virus, les bactéries pathogènes qui ne devraient pas passer dans le milieu intérieur vont passer dans le milieu intérieur. Les aliments qui devaient être digérés de façon adéquate ne vont plus l'être. Le système immunitaire ne joue plus son rôle. De l'autre côté, on a les entérocytes donc, qui naissent dans les vallées, qui grimpent et qui montent un petit peu en haut des villosités intestinales. Ces entérocytes, ils ont une particularité, c'est un peu comme s'ils avaient des petits cheveux sur la tête et ils ont des microvillosités, c'est-à-dire qu'ils sont là pour optimiser encore l'assimilation. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand le microbiote intestinal est déséquilibré, quand il y a une acidité globale au niveau du milieu intestinal, qu'est-ce qui se passe? Ces microvillosités, elles se raréfient, elles deviennent plus courtes, moins efficaces et l'absorption par les entérocytes devient de moins en moins bonne. Et donc, tout cela, ça nous dresse un tableau à partir du moment où il y a un déséquilibre dans le biote intestinal, il y a toute une cascade de conséquences au niveau immunitaire. Il y a des produits anormaux qui rentrent dans le corps. On se retrouve avec des infections fongiques. On se dit, mais comment se fait-il? Il faut qu'on prenne des antifongiques. Mais les antifongiques, ils devraient être produits par notre microbiote intestinal. On se retrouve à prendre des compléments en vitamines B, B1, B6, B9, B12, alors que normalement, ils devraient être produits par notre microbiote intestinal. On se retrouve à prendre des enzymes digestifs, alors que normalement, ils devraient être produits par notre microbiote intestinal. Et que répondre à tous ces phénomènes simplement en prenant des compléments, ça peut être une solution ponctuelle pour arrêter de souffrir, mais ça n'est en aucun cas la solution. Jamais la solution. Alors, la première question qui vient, c'est pourquoi est-ce que ce microbiote pourrait être déséquilibré? La seconde, ça va être
ben, une fois qu'il est déséquilibré, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pourquoi est-ce qu'il peut être déséquilibré? La première des raisons, prise d'antibiotiques. Alors, enfin, la première des raisons, non. La première des raisons, c'est que la mère transmet l'intégralité de son biote intestinal à l'enfant à la naissance, si l'enfant naît par voie basse. Et donc, si la mère a déjà un microbiote déséquilibré, l'enfant va hériter d'un microbiote déséquilibré. Et on va voir en détail ce que cela veut dire exactement. Quelle peut être l'autre cause? Antibiotiques. Les antibiotiques sont une cause majeure de destruction du biote intestinal. Et c'est normal, ils font leur job. Antibiotiques, c'est contre le biote. Donc, les antibiotiques détruisent le biote intestinal. On peut se gratter la tête pour imaginer la logique de la chose? Non. Les antibiotiques détruisent le biote intestinal. Ils détruisent à peu près toute la vie bactérienne dans le corps et le biote intestinal en particulier. Alors certes, le biote intestinal se régénère en 2 mois à peu près, mais pendant ces 2 mois, c'est une fenêtre pendant laquelle finalement eh bien, des organismes pathogènes vont pouvoir venir s'installer. Or, il se passe une caractéristique spécifique dans ce biote. Ce biote intestinal, c'est un pool de bactéries et de micro-organismes, il y en a une quantité invraisemblable, une diversité invraisemblable et dont chaque élément va avoir une tâche spécifique. Dans ce biote intestinal, il y a une sorte d'équilibre entre biote, on va dire bénéfique, biote pathogène. Et globalement, on se rend compte qu'en fait, dans ce biote intestinal, il y a des hautement bénéfiques, il y a des hautement pathogènes, et puis il y a des... je ne sais pas trop de quel côté je balance. Et que finalement, ben, si le biote bénéfique est supérieur au biote pathogène, ben, tout cet ensemble de je ne sais pas dans quel sens je balance va venir plutôt du côté du biote bénéfique. Et si par hasard c'est le biote pathogène qui est en grande majorité, eh bien à ce moment-là, tout cet ensemble va se développer plutôt dans le sens pathogénique. Pendant cette fenêtre pendant laquelle on prend des antibiotiques, et il suffit parfois d'une seule antibiothérapie, pendant cette fenêtre pendant laquelle on prend des antibiotiques, eh bien, il y a la possibilité pour des bactéries, des micro-organismes pathogènes de venir s'installer, et dès lors, notre biote peut être complètement dérivé, déséquilibré et s'installer dans un caractère pathogène. Une fois qu'il est installé, c'est très très difficile de s'en débarrasser. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, on dit, oui, voilà, pour favoriser le biote intestinal, il faut manger des fibres. Ok, si le biote il est déséquilibré, les fibres, elles vont nourrir le biote pathogène. C'est aussi simple que ça. Donc c'est en aucun cas une solution. Si le biote est équilibré, les fibres vont nourrir les fibres non digestibles, c'est-à-dire les fibres longues des légumes verts particulièrement, vont nourrir le biote favorable, mais si le biote est déséquilibré, ces fibres vont venir nourrir le biote défavorable. Donc c'est en aucun cas une solution. Or c'est assez fréquent, on en voit pas mal sur les sites internet qui disent, voilà, mangez des feuilles vertes, mangez des salades, mangez des légumes verts, cuits, crus, peu importe, pour favoriser le biote intestinal. Ok, à condition qu'il soit déjà bénéfique. S'il est déséquilibré, c'est fichu. Alors donc, première cause, antibiotiques. Deuxième cause du déséquilibre du biote intestinal, eh bien, c'est quelque chose qu'on néglige trop, et c'est ce qui explique pourquoi les femmes ont plus de déséquilibre et de dysbiose que les hommes. C'est tous les systèmes qui sont des systèmes à base de pilules, hein, pour les pilules... ah mince, j'ai zappé le mot. La pilule pour ne pas avoir d'enfant, j'ai pas le mot, excusez-moi, j'ai un trou. Les pilules. Hein, tous les compléments œstrogéniques et progestériques, qui sont les bases des pilules contraceptives, eh bien les pilules contraceptives sont une très grande cause de dysbiose intestinale. Elles viennent littéralement attaquer le biote intestinal. La pilule, les antibiotiques, les vaccins détruisent fortement le biote intestinal. Ensuite, eh bien, on va retrouver l'acidification du milieu par l'alimentation absolument anormale, c'est-à-dire énormément de produits transformés avec énormément d'adjuvants, des produits cuits, surcuits, archi-cuits, la surabondance et le trop de produits animaux, l'alcool, le café, tous ces produits extrêmement acidifiants, vont venir attaquer et déséquilibrer le biote intestinal régulièrement. L'une des autres causes que l'on ne mesure pas assez pour les déséquilibres du biote intestinal, c'est l'erreur profonde au niveau alimentaire qu'a fait notre civilisation de s'orienter vers les céréales. Et là, on peut faire un petit aparté sur les céréales, et c'est là où on en reviendra un petit peu à la candidose. Souvent, quand les gens changent de régime alimentaire, commencent à s'interroger, le premier truc qu'ils font, ils passent à du végétarisme. Alors c'est amusant, parce que le végétarisme est un choix qui peut s'entendre. On en parle souvent assez dans ces vidéos, c'est un choix qui peut être légitime pour certaines personnes, qui est plus compliqué pour d'autres.
Mais force est de constater que si le végétarisme découle sur une consommation accrue de céréales, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas équipés au niveau enzymatique, au niveau digestif, pour digérer des chaînes longues d'amidon telles que sont composées les céréales. Et qu'est-ce qui se passe? Ces chaînes longues d'amidon, qu'ils ne sont pas digérées, on a beau avoir de l'amylase salivaire, on a beau avoir des enzymes pancréatiques, ils s'épuisent très rapidement parce que ces chaînes sont beaucoup trop longues. Eh bien, ces chaînes longues arrivent au niveau des intestins non décomposées. Elles vont commencer à fermenter, produire de l'alcool, et cet alcool, qui est produit littéralement à l'intérieur de nos intestins, va venir agresser et déséquilibrer le biote intestinal. Et c'est pour répondre finalement à ce déséquilibre du biote intestinal, c'est pour répondre à cette fermentation qu'on va voir apparaître des champignons de type Candida albicans, mais ça sera une autre histoire. On parlait de la digestion. Nombre d'entre nous sommes carencés en acide chlorhydrique. Et ça, c'est quelque chose de très fréquent. Imaginez, vous consommez un repas et puis il vous reste sur l'estomac. Vous avez des impressions de lourdeur dans l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire ça simplement? Ça veut dire que vous manquez d'acide chlorhydrique. Pourquoi est-ce qu'on peut manquer d'acide chlorhydrique? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, manque de sodium dans l'organisme. Parce que le sodium est une part active de la production d'acide chlorhydrique, dans la mesure où le sodium est une part très importante de la paroi de l'estomac. Il protège l'estomac contre les agressions de l'acide chlorhydrique. Si on est en carence de sodium, l'estomac ne peut plus se protéger, est en risque d'ulcère, et donc automatiquement le corps diminue la quantité d'acide chlorhydrique produit, de manière à ne pas venir agresser les parois. De ce fait, on se retrouve carencé en acide chlorhydrique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est carencé en acide chlorhydrique? Ça veut dire que la décomposition des longues chaînes de protéines, mais aussi de certains glucides, mais aussi d'acides gras, ne se fait plus de manière adéquate. Et qu'est-ce qui arrive au niveau de la lumière intestinale? Qu'est-ce qui arrive au niveau de l'intestin grêle? Bien, ce sont des produits qui ne sont pas décomposés de manière adéquate, qui sont en chaîne trop longue. À partir du moment où on va avoir une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une transformation du biote intestinal, à partir du moment où on va avoir une inflammation intestinale, l'inflammation intestinale conduisant à un phénomène qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces produits anormaux vont commencer à passer dans le milieu intérieur et venir intoxiquer directement l'organisme. Donc, manque d'acide chlorhydrique, agression du biote par les antibiotiques, les vaccins, les pilules contraceptives, tous les suppléments œstrogéniques et progestériques pour les femmes, l'alimentation acidifiante, les amidons et les sucres complexes, eh bien tout ça participe à ce qu'il se retrouve au niveau de l'intestin grêle des produits anormalement digérés, pour lesquels le biote intestinal n'est pas équipé. Ces produits vont venir s'accumuler, ces produits vont venir enflammer la paroi intestinale, et cette paroi intestinale va commencer à présenter des lacunes, des trous, qui vont laisser passer à l'intérieur du système des produits anormaux. Et là commence l'intoxication systématique, aléatoire de l'organisme. Tous les organes vont être touchés. Le premier, c'est le foie, puisque la circulation sanguine ramène directement ces éléments au niveau du foie, mais ensuite c'est réparti dans tous les organes. Et c'est pour ça que la dysbiose intestinale conduit à une multiplicité de phénomènes, en particulier des phénomènes de type allergique dans un premier temps, mais ensuite tous les phénomènes possibles qu'on peut imaginer sont liés à cette dysbiose intestinale, parce que rien qui ne vienne de notre alimentation qui soit mauvais pour nous n'est pas passé d'abord préalablement par cette muqueuse intestinale. Si elle était intégrale, elle ne laisserait pas passer. Par exemple, il y a une expérience qui a été faite qui est assez stupéfiante par rapport à la chélation des métaux lourds. Vous savez, on nous met en garde très régulièrement contre le mercure, par exemple. Attention à la pollution au mercure. Il a été fait une expérience en prenant des populations de souris. Il y a des souris qui avaient un biote intestinal intégral et qui avaient un bon biote intestinal que l'on a nourri avec des substances contenant du mercure organique, particulièrement toxique. Et à côté de ça, on a pris les mêmes souris, le même groupe de souris, et on leur a donné des antibiotiques pendant quelques jours, et à ce moment-là, on les a nourris de mercure. On a fait ensuite des prélèvements sanguins. Dans le sang des souris qui avaient été traitées avec des antibiotiques, on retrouvait du mercure, c'est-à-dire que le mercure allait se répandre à l'échelle de tout le corps. Dans le sang des souris qui n'avaient pas été traitées avec des antibiotiques, on ne retrouvait que très très peu de mercure, voire quasiment pas. Pourquoi? Parce qu'il avait été chélaté par ce microbiote intestinal et évacué dans les selles. Nos selles, quelque part, c'est avant tout 60 à 70% de bactéries de notre biote intestinal qui en permanence sont rejetées. Elles sont rejetées pourquoi? Bien parce qu'elles phagocytent, elles s'agrippent à tous les éléments anormaux et elles se laissent entraîner dans la lumière intestinale pour être évacuées. C'est le rôle de notre biote intestinal. À partir du moment où il est déséquilibré, il ne joue plus ce rôle. Il ne nous protège plus contre les agents pathogènes, il ne joue plus son rôle de premier agent immunitaire, il ne protège plus la muqueuse intestinale qui donc va se trouver enflammée,
agressés. Les entérocytes vont se retrouver agressés, enflammés. Ils vont moins bien permettre l'assimilation parce que eux-mêmes vont voir leurs microvillosités qui sont attaquées et qui sont réduites en longueur. Et ensuite, c'est la muqueuse elle-même qui va présenter un phénomène d'hyperperméabilité. L'hyperperméabilité, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que le système est surchargé, ça conduit automatiquement, comme je vous l'ai dit, allergie, fatigue chronique, dépression, passage de produits anormaux dans l'organisme. Et on verra en détail dans une prochaine vidéo toutes les conséquences. Donc cette dysbiose intestinale, c'est le premier phénomène auquel il faut s'intéresser. La candidose, ce n'est qu'une conséquence de cette dysbiose intestinale, parce que finalement c'est une sorte de cercle vicieux. À partir du moment où le biote intestinal ne produit plus assez d'enzymes, il va y avoir de plus en plus de matière non digérée qui va se retrouver au niveau des intestins, particulièrement des sucres qui vont fermenter. À partir de ce moment-là, apparaissent des champignons qu'on appelle les candidats albicans et qui vont venir manger littéralement ces sucres. Ces candidats albicans, si le terrain est suffisamment acidifié, vont se transformer en champignons. Ces levures se transforment en champignons, ils prennent un aspect filamentaire et se répandent dans l'organisme, comme on en avait parlé. On peut prendre des antifongiques, il en existe. Sauf que si le biote intestinal n'est pas rééquilibré, à ce moment-là, les candidats vont réapparaître. Pourquoi? Parce que la digestion ne se fera plus. Alors maintenant, la grande question, c'est comment on rétablit l'intégrité du biote intestinal. Ça, c'est la grande question. Alors, je vais commencer à élaborer quelques pistes. Je tiens vraiment à rendre hommage pour ça aux personnes qui ont vraiment travaillé sur ce domaine-là. Je l'ai déjà cité plusieurs fois, mais il y a Natasha Campbell qui a énormément travaillé, particulièrement pour les enfants autistes. Natasha Campbell, je vous recommande, il y a pas mal de vidéos sur le net sur son travail. Il y a Udo Erasmus aussi, qui est un chercheur qui a écrit un très bon bouquin de vulgarisation qui s'appelle Les graisses qui tuent et les graisses qui soignent. Je crois qu'il n'existe qu'en anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français. Udo Erasmus. Il y a de nombreux autres chercheurs qui sont partis dans cette voie. Qu'est-ce qui permet de désenflammer la muqueuse intestinale et de rétablir un biote intégral? En fait, quand on a décrit un petit peu, quand on a présenté ça, on a décrit les différentes phases. Premièrement, désenflammer, permettre que la membrane intestinale se rétablisse et se guérisse et se recicatrise, qu'il n'y ait plus cette hyperperméabilité intestinale. Deuxièmement, rétablir un biote sain. Pour rétablir un biote sain, il y a un moment où il va falloir réensemencer. Donc c'est nettoyer, guérir, réensemencer avec un biote sain. Pour nettoyer, déjà arrêter les causes de maltraitance, c'est-à-dire ne plus prendre d'antibiotiques, ne plus prendre les pilules contraceptives qui sont extrêmement agressives pour le système intestinal, changer son mode alimentaire pour revenir à des aliments le plus végétal possible, avec le moins d'additifs, c'est-à-dire bannir tout ce qui est produit préparé de notre alimentation, produits transformés, produits préparés. Bannir alcool, café, cigarettes, qui sont extrêmement acidifiants pour l'organisme. Bannir la plupart des produits qui sont extrêmement acidifiants et agressifs pour l'organisme. Ensuite, il va falloir réparer. Et comment est-ce qu'on répare? C'est là où on se rend compte que finalement toute pensée dogmatique peut conduire droit dans le mur. Comment est-ce qu'on répare une muqueuse intestinale qui est enflammée et qui présente un phénomène d'hyperperméabilité? On répare particulièrement avec les produits gras. C'est pour ça que la graisse de coco, par exemple, est très réputée pour combattre les candidats albicans. Pourquoi la graisse de coco est extrêmement réputée pour combattre les candidats albicans? En fait, parce que la graisse de coco, non seulement elle contient l'acide caprylique, qui est effectivement un antifongique majeur, mais surtout, elle a des acides gras saturés qui sont parfaits pour reconstruire la muqueuse intestinale. Et c'est pour ça que les régimes trop restrictifs en matière grasse ne sont totalement inadaptés pour les personnes qui présentent des phénomènes de dysbiose et de candidats. C'est même une catastrophe pour ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui sont déjà extrêmement épuisées, extrêmement fatiguées. Si on leur réduit leur apport en graisse et on augmente l'apport en sucre ne peut pas être métabolisé correctement par le biote intestinal qui est déjà déséquilibré. La graisse manque pour arriver à guérir et à fermer cette paroi intestinale et c'est catastrophique pour des personnes qui sont déjà en dénutrition, alors que les graisses nobles vont leur apporter un plus qui va permettre de guérir la muqueuse intestinale. On fera toute une vidéo sur les solutions pour rétablir la muqueuse intestinale. Donc il va y avoir nettoyer, guérir et panser la muqueuse intestinale, et troisièmement, réensemencer. Je me suis longtemps posé la question par rapport à l'utilisation des probiotiques. Il me semble maintenant de plus en plus que sur une muqueuse qui a été passablement agressée, l'utilisation de probiotiques de qualité est un
petit peu incontournable. Il y a aussi des substances probiotiques fabuleuses, comme tous les légumes lacto-fermentés, tous les jus lacto-fermentés, tous les kéfirs, par exemple les kéfirs, alors pas à base de lait si possible, mais on peut faire du kéfir à base de jus de coco, d'eau de coco par exemple, d'eau de coco fraîche. C'est une boisson excellente et qui va venir réensemencer ce milieu intestinal. L'utilisation des micro-organismes efficaces aussi est quelque chose de parfait pour réensemencer ce milieu intestinal. Donc, désenflammer, guérir et cicatriser et recoloniser. Parce qu'une fois que ça va être recolonisé, eh bien, les cellules du microbiote intestinal vont automatiquement réaliser les opérations de nettoyage. Il faut bien comprendre que tout ce biote intestinal, il capte, il phagocyte, il transforme, il digère, il nettoie en permanence notre tube intestinal. L'état de notre microbiote est le reflet exact de l'état de notre alimentation, de notre mode de vie, de nos choix en termes thérapeutiques. S'il est déséquilibré, c'est uniquement parce que les choix que nous avons faits sont complètement déséquilibrés, ne sont pas propices à la vie. Nous faisons en permanence actuellement des choix qui soient contraire à la vie. C'est normal que notre biote intestinal, qui est notre premier rempart, notre premier fournisseur de vitamines, notre premier fournisseur d'enzymes, notre premier fournisseur d'antiviraux et d'antiparasitaires, c'est normal qu'il ne prolifère pas de manière adéquate. C'est normal qu'il ne prospère pas dans un environnement qui n'est plus favorable à la vie. Le vrai premier challenge, quand on parle de candidose et de dysbiose, on rentrera plus dans les détails dans les prochaines vidéos, mais le vrai premier challenge, c'est de rétablir un milieu intérieur au niveau de l'intestin grêle et du côlon qui soit propice à la vie. Pour ça, il faut faire des choix qui aillent dans le sens de la vie. Et c'est là où est toute notre responsabilité. Faire des choix qui aillent dans le sens de la vie, c'est tout ce qu'on partage dans ces vidéos, c'est tout ce qui est partagé sur ce site Régénère, c'est-à-dire faire des choix en termes alimentaires, en termes de rythme de vie, en termes de mode de vie global qui aillent dans le sens de la vie pour régénérer ce biote intestinal et permettre enfin que ces fonctions qui ne sont plus assuré par notre organisme le soit à nouveau. Et c'est pour ça que maintenant, on arrive à des individus qui sont de plus en plus faibles, qui pensent qu'ils ne peuvent avoir leur apport en vitamines B6, B9, B12 uniquement qu'au travers de compléments, qui pensent que dès qu'il y a une infection bactérienne, mais de toute façon, ils constatent qu'ils ne peuvent plus se défendre et donc ils doivent faire appel à des antiviraux, à des antiparasitaires extérieurs de plus en plus puissants. Pourquoi? Parce que nous sommes de plus en plus faibles. Et notre immunité, la base de notre immunité, c'est ce microbiote. On va se retrouver pour continuer cette aventure dans le microbiote intestinal. Je pense qu'on en a pour pas mal de vidéos. J'espère que ça vous aura mis en appétit parce que c'est vraiment le moment de régénérer la base des bases.